Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un autre sujet, un sujet récent, assez récent et assez intéressant, qui est l'accrochage et décrochage lors de la transition entre le primaire et le secondaire, analyse des mécanismes et des pistes de solutions pour la prévention de décrochage scolaire au Bénin. Avec professeur Judika Aladatine, qui est professeur de statistique, de gouvernance et de planification de l'éducation et de la formation à l'Institut de sciences de l'éducation de l'Université Polytechnique Mohamed VI au Maroc, et aussi économiste, socio-démographe et spécialiste de travail social et de l'éducation. Elle est également coordinateur du laboratoire de recherche interdisciplinaire en gouvernance et éducation à Haïti et chercheur associé à l'Observatoire international sur l'impact sociétal de l'intelligence artificielle et du numérique. Professeur Judika, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Insaf, pour l'introduction. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super, on vous entend. OK, excellent. Donc, merci beaucoup pour l'introduction. Ma présentation de ce jour, comme tu l'annonces, porte sur l'accrochage et le décrochage lors de la transition entre le primaire et le secondaire. Et ce que je tenterai de faire donc aujourd'hui, c'est une analyse des mécanismes et je tracerai quelques pistes de solutions qui proviennent d'une recherche qu'on est en train de mener depuis bientôt 3 ans dans 4 pays, donc le Bénin, le Niger, Haïti et le Gabon. Cependant, les résultats que je présente aujourd'hui sont exclusivement les résultats du Bénin, donc une partie des résultats du Bénin, et je tiens à notifier que la présentation a été préparée avec Augustin Yanguenon, qui est doctorant sous ma direction à l'Institut des sciences de l'éducation de l'UM6P. Alors, donc mon propos va être globalement en 4 points. Je commence par une introduction. On va ensuite regarder la démarche méthodologique de notre projet. Et je vais vous présenter ensuite quelques principaux résultats avant de finir par les pistes de solutions et une petite conclusion. Le décrochage scolaire, qu'est-ce que c'est? Donc, le décrochage scolaire peut être défini comme un processus qui conduit à la sortie de l'élève du système scolaire en passant donc par une série d'actions, donc des engagements des tâches scolaires, échecs scolaires, absentéisme, retard perlé, etc. Donc, tout ce processus-là peut conduire l'élève à quitter donc, le système scolaire. Le décrochage est considéré comme un problème majeur là, sur le plan social, sur le plan éducatif, en raison donc des conséquences multiples que ça peut induire sur le plan personnel, sur le plan social et même sur le plan économique. Donc, dans notre approche, le décrochage est conçu comme un parcours. Donc, ce n'est pas un événement qui intervient tout simplement à un instant T comme ça, mais c'est tout un parcours. Et c'est dans cette perspective qu'on distingue ce qu'on appelle le décrochage interne, donc qui est passif et qui commence alors que l'élève est encore même sur les bancs de l'école, à ce qui est plus connu, donc le décrochage externe, qui est le constat de la sortie du système scolaire donc d'un élève, ce qu'on appelle plus communément par le thème de déscolarisation. Alors, selon l'UNESCO, l'ODD 4 qui vise l'éducation complète du primaire et du secondaire est au cœur de la réalisation de nombreux autres ODD, mais malheureusement, selon l'évaluation de l'UNESCO en 2017, on est en ce moment-là à une décennie de la date butoir de l'ODD 4, mais on est encore très loin d'atteindre la cible. En effet, la situation donc, semble meilleure au primaire, évidemment, mais il y a encore un grand fossé qui s'observe au niveau entre le primaire et le secondaire, avec de grandes disparités cependant entre les pays. En 2018, 16% des jeunes en âge de fréquenter le primaire, le premier cycle de l'enseignement donc secondaire, ne sont pas scolarisés.
Et quand on regarde la même situation donc, dans les pays sous-développés, les pays en voie de développement, ce taux passe à 36%. Évidemment, il ne suffit pas de scolariser les enfants, donc les élèves. L'ODD 4 prescrit aussi que tous les élèves doivent achever leur scolarité. Et sur cet aspect, il y a encore beaucoup de progrès à faire, car un nombre considérable d'enfants scolarisés quittent encore le système avant même l'obtention des diplômes du secondaire. En 2018, le taux d'achèvement du premier cycle du secondaire était de 41% pour les pays à revenus faibles, et ce taux était de 19 au cycle, 19% dans le cycle secondaire. Donc, à l'instar de plusieurs pays en Afrique, donc le Bénin est également confronté à cette situation que je viens de décrire. Le taux brut de scolarisation au primaire est supérieur à 100%, mais il y a eu une amélioration ces dernières années et des progrès restent encore à faire, car le taux d'achèvement du primaire est passé, par exemple, de 54% en 2020 à 65% en 2021. Cependant, l'achèvement au niveau du premier cycle du secondaire est encore à 33%. Plusieurs auteurs ont étudié le phénomène de l'accrochage et du décrochage. Par exemple, l'auteur Marc Bablé, en 2019, constate qu'il y a des efforts louables qui sont faits pour réintégrer les élèves déscolarisés dans le système. Donc, tous les efforts à travers les écoles de la deuxième chance, etc. Mais il y a encore très peu d'efforts qui sont réalisés pour attaquer le phénomène de décrochage alors même que l'élève était encore sur le banc. Et donc, lui, il constate que des efforts pour éviter le décrochage et donc pour encourager l'accrochage au moment où l'élève est encore sur le banc porteraient de meilleurs résultats. Miller et Poncelet envisagent le décrochage pendant notamment la transition comme un défi de vie. Donc pour eux, le faible taux d'achèvement qu'on constate au secondaire résulte notamment de certaines difficultés liées à la transition entre le primaire et le secondaire. Transition pendant laquelle les élèves subissent d'énormes changements, que ce soit sur le plan physique que sur le plan social et scolaire. Et subissant donc ces changements, ils doivent s'adapter, par exemple, à un contexte avec plusieurs enseignants dès le secondaire, alors qu'on a un seul enseignant ou parfois deux dans la même classe au primaire. Ils doivent s'adapter à un nouveau style de vie, hein, quasiment. Parfois, l'école secondaire est très loin, en tout cas plus loin de leur résidence que les écoles primaires. Et donc, ce contexte fait que des efforts devraient être faits pour accompagner les élèves pendant cette transition. Akos note en 2000 qu'une transition ne peut être réussie que si les élèves restent résilients et s'adaptent donc à ce changement dont je viens de parler. Et pour cela, ils ont besoin notamment de soutien de la famille, mais aussi dans l'école et même de soutien externe parfois. Alors, on parle de décrochage et d'accrochage donc pendant la transition, mais lorsqu'on regarde les études au niveau des divers pays, on constate qu'il y a eu beaucoup d'études dans les pays développés, dans les pays émergents et très peu en Afrique. Au Bénin, on a noté que spécifiquement sur cette question, il n'y a eu vraiment aucune étude. Et c'est ça qui nous avait motivé en 2019 à proposer un projet au programme Apprendre. L'objectif donc de ce projet, c'est de façon générale d'identifier, d'analyser les mécanismes à travers lesquels les facteurs individuels, familiaux et scolaires contribuent à l'hétérogénéité de la situation de l'accrochage et du décrochage scolaire pendant donc la transition entre le primaire et le secondaire. De façon spécifique, il s'agissait pour nous d'analyser le mécanisme d'interaction entre les divers facteurs de l'accrochage, de pouvoir expliquer le processus de décrochage pendant
la transition, mais aussi d'appréhender les divers motifs qui sont liés au décrochage en vue de pouvoir tracer des pistes de solutions pour améliorer l'accrochage scolaire pendant la transition. Et donc, compte tenu des auteurs auxquels j'ai fait référence tout à l'heure, nous, on est parti sur un cadre théorique qui envisage l'accrochage et le décrochage comme un phénomène multidimensionnel et multifactoriel, dont les dimensions explicatives peuvent être retrouvées aussi bien au niveau de l'école, au niveau des familles, qu'au niveau des élèves eux-mêmes. La démarche méthodologique, donc comme je le disais tout à l'heure, le travail s'inscrit dans le cadre d'un projet plus global, hein, donc, qui a été exécuté au Bénin, au Niger, au Gabon et en Haïti depuis bientôt 3 ans. Nous sommes donc actuellement vers la fin du projet et ce projet a été financé par le programme Apprendre de l'AUF et de l'AFD. Quand je prends le cas plus spécifique du Bénin dont je présente les résultats aujourd'hui, on a pu suivre une cohorte de 469 élèves de la fin du primaire au début de la première année du secondaire. Donc, un suivi sur 2 années scolaires. Alors, sur l'ensemble donc des élèves qui ont été suivis, donc les 469, on constate que 80% ont pu avoir leur diplôme de premier cycle donc du primaire, pardon. Donc, le certificat d'études primaires, 80% de notre échantillon ont pu décrocher ce diplôme, ce qui leur donne accès à l'école secondaire, donc à la première classe du secondaire, et 20% étaient en situation d'échec. On a essayé de regarder un peu les trajectoires. Donc, après l'examen du certificat d'études primaires, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, au niveau des élèves qui étaient admis, donc le 80% qui étaient admis, on constate qu'il y a 2 catégories parmi eux. Donc, lors du second suivi, on a constaté qu'il y a 2 catégories. La première catégorie était constituée donc des élèves qui étaient donc en 6e, donc première année du secondaire, et ils sont de 94%, donc par rapport à ceux 80% qui étaient en situation de succès. On a pu retrouver 97% donc de ce 94% pour les réenquêter à nouveau. Donc, on a eu une déperdition de 3% à ce niveau pour diverses raisons. Donc, il y avait des cas de décès, mais aussi des gens qu'on n'a pas pu retrouver, tout simplement. Parmi les 80% qui ont eu le CEP, on constate qu'il y a 6% qui ont abandonné. Et ce 6%, quelle était leur situation? C'est que dans ce 6%, 32% ont abandonné après leur inscription en première année du secondaire. Donc, ils sont bien arrivés à s'inscrire, ils ont commencé les cours, et avant même notre enquête, ils avaient déjà abandonné donc les classes. 68% de ce 6% ont décroché après l'admission au CEP. Donc, ils ne sont même pas arrivés à s'inscrire donc, dans la première année du secondaire. Lorsque je prends les 20% maintenant de personnes, d'élèves qui n'ont pas pu avoir le certificat d'études primaires, on retrouve 73% qui se sont réinscrits donc, dans la dernière année du cycle primaire et 27% qui ne se sont pas réinscrits, donc qui sont en situation d'abandon scolaire. Pour pouvoir analyser les trajectoires donc, des élèves entre la première enquête et la deuxième enquête, on a dû construire un certain nombre de variables, donc des variables latentes qui ne pouvaient pas être observées directement. Et je donne ici un exemple, donc par rapport à la performance scolaire, par exemple, donc, afin de faire l'analyse de la trajectoire des performances entre le primaire et le secondaire,
On a utilisé notamment ici les notes de mathématiques et les notes de français qui ressortent comme les deux matières un peu problématiques dans toutes les enquêtes, hein, même au niveau international. Et ces notes ont été standardisées par la méthode de Z-score afin de réduire donc les influences que peuvent avoir la variabilité des systèmes de notation d'une école à l'autre ou d'un enseignant à l'autre. On a ensuite construit deux groupes. Un groupe contrôle, donc constitué d'élèves dont la trajectoire donc, de performance est plus stable entre le primaire et le secondaire ou en progression. Et le second groupe est un groupe dont la trajectoire est descendante. Donc, en considérant ces deux groupes-là, il a été alors possible de modéliser pour aller identifier les variables qui ont conduit à la chute de performance ou à la stabilité et à l'amélioration ou l'amélioration des performances. D'abord, on a constaté que 15% des élèves ont été en situation de chute simultanée en mathématiques et en français. Et dans notre analyse, il faut dire qu'on a utilisé une méthode mixte. Donc, la partie quantitative était constituée notamment d'une analyse en piste causale, donc à travers des équations structurelles. Équations structurelles qui permettent de mettre en relation des concepts non observables. Donc, cette équation, cette modélisation en piste causale est constituée de deux dimensions. Donc, un modèle qui s'est effectué à travers l'analyse factorielle confirmatoire et un second modèle qui représente la piste causale en elle-même, donc le modèle structurel. Alors, je vais alors aller un peu à présenter les principaux résultats donc, du modèle en piste causale avant de revenir sur les résultats de l'analyse qualitative qui a été aussi effectuée. Alors, donc, le modèle en piste causale nous a permis d'étudier la relation des différents facteurs, donc d'un certain nombre de facteurs sur le risque de décrochage entre le primaire et le secondaire, mais aussi d'analyser les mécanismes et les interactions entre ces divers facteurs-là. Globalement, on a pris en compte trois dimensions, donc dimension élève, dimension famille, dimension école. Et il s'est agi notamment de regarder des facteurs comme le bien-être psychosocial, qui a été construit à partir du modèle de l'estime de soi et de l'habileté sociale des élèves, de regarder aussi le comportement scolaire des élèves à partir des méthodes de travail et leur comportement en salle de cours, de regarder aussi les effets de l'enseignant qui a été mesuré à partir des rapports des enseignants avec les élèves et aussi de l'attention que les enseignants portent aux élèves. On a pu aussi modéliser la performance scolaire des élèves, donc au primaire, leur fréquence de redoublement primaire qui témoigne donc du rendement scolaire de ces élèves et sans oublier le niveau d'éducation des chefs de famille, le confort à partir du bien-être des ménages et du revenu mensuel donc, du ménage. On a constaté que l'ensemble des facteurs influencent le risque de décrochage à partir de notre modèle ANOVA et du test de Ki2. Toutefois, lorsqu'on met l'ensemble des facteurs dans une interaction, l'influence directe de certains facteurs disparaît ou devient non significative. Lorsque vous regardez le schéma, les flèches de couleur rouge indiquent un facteur à risque pour le décrochage et celles de couleur verte indiquent plutôt un facteur de protection. Avec une influence plus importante que les autres, l'augmentation de l'âge augmente le risque de décrochage. Donc, lorsque l'âge de l'élève augmente, on constate que le risque de décrochage aussi augmente. À cet effet, les élèves de plus de 15 ans, de 15 ans et plus, sont les élèves les plus susceptibles de décrocher lors de la transition entre le primaire et le secondaire. La fréquence de redoublement aussi et les difficultés scolaires
augmente le risque de décrochage. Il faut préciser cependant que la performance scolaire, la présence de soutien scolaire, donc à travers un répétiteur dans le ménage, réduisent considérablement le risque de décrochage lors de la transition entre le primaire et le secondaire. De la même manière, la présence de soutien scolaire, donc d'un répétiteur, témoigne un peu de l'implication des parents et de leur attachement à la scolarisation de leurs enfants, même s'il y a un effet en lien avec le bien-être du ménage quand même. L'analyse des interactions permet de mieux comprendre le processus de décrochage. En effet, recruter un répétiteur pour le soutien scolaire des enfants, des élèves, n'est pas à la portée donc, de toutes les bourses, comme je venais de le dire. La présence d'un répétiteur est plutôt liée au niveau de bien-être du ménage. Donc, plus les parents sont aisés, plus les élèves ont la chance de bénéficier donc, de ce soutien scolaire. Or, la présence d'un répétiteur réduit notamment les difficultés scolaires et a un impact positif sur la performance scolaire des élèves. Les résultats montrent donc que la relation parent-école est d'une importance capitale pour éviter le décrochage. Et la bonne nouvelle à cet effet, c'est que cette relation n'est pas en fait liée au confort financier donc, des parents. Elle dépend positivement du niveau de scolarisation des parents cependant. Et ce qu'on constate, c'est que même si le parent n'est pas scolarisé, il y a quand même un effet positif, mais plus le niveau de scolarisation augmente, plus l'effet positif aussi s'améliore. Donc, les parents peuvent scolariser surtout ceux qui ont un niveau primaire inachevé, ont moins d'influence positive sur l'accrochage de leurs enfants. Par ailleurs, une bonne relation entre l'enseignant et les élèves permet notamment d'adopter de bons comportements scolaires et de ressentir, d'avoir moins d'effets de difficultés scolaires sur l'élève et donc un effet positif sur l'accrochage scolaire. À l'issue donc de l'analyse des résultats de la piste causale, on a pu identifier clairement maintenant des facteurs de risque et des facteurs de protection en lien avec le décrochage scolaire pendant la transition primaire-secondaire. On note notamment que les élèves à risque de décrocher lors de cette transition sont ceux âgés de 15 ans et plus, notamment de sexe masculin, dont le rendement scolaire est faible, avec un niveau élevé de difficultés scolaires et aussi une fréquence de redoublement durant le primaire qui est relativement élevée. Ce sont aussi des élèves qui résident dans des ménages dirigés par des personnes avec un âge au-dessus de la moyenne. Donc, l'âge moyen de notre échantillon était autour de 46 ans. Donc, les parents au-delà de cet âge-là ont une influence négative sur l'accrochage. Aussi, la faible scolarisation donc, des parents a un effet. Le faible suivi scolaire, plus que le niveau de scolarisation, c'est surtout le faible niveau de suivi scolaire qui a surtout un effet sur le décrochage scolaire. Et aussi, enfin, l'absence de services de soutien scolaire. De la même manière, on retrouve dans ce lot de facteurs les faibles relations entre les enseignants et les élèves qui contribuent au décrochage aussi. L'analyse maintenant des données qualitatives collectées auprès des élèves, des chefs d'établissement et de quelques inspecteurs nous permet d'approfondir les résultats de la modélisation. Donc, à travers 39 énoncés, les élèves en décrochage, notamment, ont indiqué les motifs qui ont conduit à leur décrochage pendant cette transition-là. Les motifs les plus fréquents sont, entre autres, comme on peut le voir ici, je voulais exercer une activité professionnelle ou manque de motivation scolaire. Et à partir d'un clustering hiérarchique, il a été possible de reconstituer deux catégories distinctes de décrocheurs pendant la transition. D'abord, une première catégorie
donc, qu'on a intitulé « Enclin au monde professionnel », donc qui représente près de 63% des élèves en décrochage. Ils sont caractérisés par des motifs reliés au monde du travail. Ils manifestent un désintéressement pour l'école, hein, quasiment, et trouvent que le monde du travail forme mieux que les institutions académiques. Ils sont par ailleurs persuadés de l'inutilité un peu de l'école, et ce sont des personnes qui ont vraiment marre de continuer à se scolariser. Ils désirent par-dessus tout poursuivre une formation et notamment gagner de l'argent, tout simplement. Donc, être dans le milieu professionnel. La deuxième catégorie a des caractéristiques distinctes. On y retrouve des élèves moins enclins au milieu professionnel, mais ce sont surtout des élèves qui ont de lourdes difficultés, hein, scolaires, qui subissent du découragement de la part du contexte familial et de l'environnement social. Ils sont confrontés à des tensions psychologiques, notamment pendant cette transition, et donc n'ont pas réussi à surmonter ces tensions psychologiques-là pour pouvoir s'accrocher. Au niveau des parents, les motifs qui reviennent le plus étaient que les élèves manquent de motivation, sont découragés du fait de multiples redoublements. Aussi, les difficultés financières sont revenues, notamment au niveau des parents. Les désirs des élèves, le désir donc d'apprendre un métier, de se professionnaliser, d'entrer sur le marché, de gagner de l'argent, mais aussi il revient des facteurs comme la distraction, la fréquentation des salles de jeu, comme motif de décrochage pendant la transition, selon donc les parents. Au niveau des enseignants, des chefs d'établissement et des inspecteurs, l'analyse qualitative fait ressortir des motifs comme le manque de motivation, donc qui revient auprès quasiment de tous les acteurs, les contraintes socio-économiques, donc au niveau des familles, le système de gratuité donc de l'école qui n'est pas soutenu, hein, par un engagement réel de certains parents, mais aussi les effectifs pléthoriques dans des salles de classe qui ont été pris en compte dans notre enquête. On retrouve jusqu'à 100 élèves dans la classe, mais aussi, enfin, le faible effectif, donc le ratio enseignant-élève qui est lié simplement à l'attrition et à la rétention des enseignants même, qui a un impact, donc, qui revient comme motif de décrochage chez les enseignants, les chefs d'établissement et les inspecteurs enquêtés. En termes on a fait un suivi donc, des élèves qui ont décroché pour constater que 46% parmi eux étaient en situation d'apprentissage d'un métier, 37% n'étaient ni en apprentissage, ni dans un métier. Donc cela pose la problématique de ce qu'on appelle les jeunes invisibles, donc ni aux études, ni en emploi, ni en formation professionnelle. 11% étaient dans les commerces, donc notamment les filles, et 6% étaient en train de faire des activités de débrouille un peu, comme on les appelle. Quand on a réenquêté un peu les jeunes qui ne sont pas en situation d'apprentissage, on constate que 26% parmi eux ont des regrets donc d'avoir décroché et désirent reprendre les bancs de l'école, ce qui, cette proportion est un enjeu majeur donc pour les programmes qui travaillent un peu pour réintégrer les élèves dans les écoles, donc toute la problématique des écoles de la deuxième chance. Enfin, tout ce travail nous permet de tracer quelques pistes de solutions pour améliorer l'accrochage donc, pendant la transition entre le primaire et le secondaire. Les pistes de solutions que j'énumère ici ont été regroupées en 3 grandes catégories. La première chose est de pouvoir travailler sur la personnalité globale des élèves, pouvoir mettre en place un soutien psychologique, des programmes d'orientation, notamment à travers des visites donc, dans les collèges pour préparer un peu psychologiquement les élèves à affronter le secondaire, mais aussi organiser de sorte à ce que la transition se fasse de façon
un peu plus douce que ce changement brutal qu'on constate dans nos systèmes scolaires, de travailler sur la maîtrise de soi, l'estime de soi, à travers peut-être des activités périscolaires, de pouvoir mieux organiser l'implication parentale euh, dans les écoles, faciliter aussi, donc le second groupe de pistes de solutions, c'est de faciliter les apprentissages, mais aussi la transition. Donc, plusieurs personnes ont parlé de l'allègement ou de la révision des programmes d'études pour mieux construire les liens entre, par exemple, les mathématiques que euh, on enseigne dans la dernière année du primaire et ce qu'on découvre plus loin dans la première année du secondaire. De pouvoir aussi, dans l'amélioration des apprentissages, travailler sur la ludification, de mettre en place surtout des outils de remédiation et de soutien scolaire à l'intérieur des écoles, parce qu'on l'a constaté, le soutien scolaire a eu des impacts positifs sur l'accrochage, alors même que ce soutien n'existe quasiment pas dans les écoles, c'est plutôt des soutiens à la maison avec des répétiteurs. Il faut aussi pouvoir travailler sur le leadership pédagogique, mieux organiser le suivi des méthodes d'enseignement, parce que sur le plan même didactique et pédagogique, il y a encore des efforts à faire dans les écoles. Ensuite, ou enfin, au niveau des parents, il y a du travail à faire pour les sensibiliser, les amener à mieux préparer la transition pour les enfants, d'instaurer donc ce suivi, cette coéducation ou cette implication parentale. Donc, cela passe à travers des formes de sensibilisation que d'ailleurs, nous, on a commencé à travers ce projet en mettant donc à disposition des podcasts, donc des synthèses de nos résultats, notamment accentués sur les pistes de solutions et qu'on a avec l'aide de certains organismes traduits dans plusieurs langues locales et qui sont actuellement diffusés auprès des parents et sur des radios partenaires. Donc, c'était un peu ce que j'avais à vous présenter. Je ne pourrais pas vraiment conclure, mais je voudrais dire que ce projet a permis d'asseoir un peu les bases d'un modèle explicatif du risque de décrochage lors de la transition entre le primaire et le secondaire. Et ça, on a pu faire émerger un certain nombre de facteurs de risque auxquels il faudra faire attention pour améliorer l'accrochage. Et en termes de perspective, on souhaite bien poursuivre l'observation, donc continuer les observations, donc le suivi de cette cohorte de 469 élèves pour enrichir la liste des variables, essayer de proposer, d'améliorer notre modèle prédictif et utiliser pourquoi pas d'autres modèles, de prédiction pour continuer à faire un apport en termes de pistes de solutions, etc. Voilà, merci pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai été trop long, mais voilà, merci. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais vous remercier d'abord pour la présentation et le partage exclusif de vos résultats, des résultats de votre travail. Et deuxièmement, pour l'élaboration de ce projet. En fait, puisque, comme vous l'avez déjà dit, en Afrique, la recherche sur ce phénomène est réellement rare, malgré son importance pour le développement des pays. C'est aussi un sujet délicat. Comme vous avez déjà dit, c'est un phénomène multidimensionnel, multifactoriel. Mais je pense que votre travail, c'est un grand travail que vous méritez d'être félicité, vous et votre équipe. Donc, nous avons des questions sur le chat, mais je vous invite aussi de lever la main. On va ouvrir les micros pour les participants, si vous voulez parler. Donc, on va commencer avec les questions de chat, en attendant vos mains. En même temps, on va vous donner la main, tout, pour parler. On va commencer avec Cécile. Elle a 2 questions, 3. Donc, la première question, avez-vous étudié l'effet de la direction d'école
Et concernant la relation entre les enseignants et le contexte scolaire, le climat scolaire, d'où proviennent ces stratégies de retrait de la part des enseignants? Donc, ce sont les questions de ce style. Professeur, vous voulez répondre question par question ou on a... Oui, oui, on peut faire comme ça. D'accord, on Euh, commence avec Cécile. alors, il y en a que je n'ai pas très bien compris. Donc, alors, premièrement, l'effet de direction, l'effet de la direction d'école euh, a été étudié, mais on aimerait bien, dans la suite donc, de ces observations, approfondir l'effet de direction. C'était pas dans le programme, dans le projet initial, ce n'était pas une dimension importante. Donc, elle a été analysée tout simplement à travers les, les perceptions donc, qui ont été réalisées à travers l'analyse qualitative. Et il nous est revenu que, et ça, on le pressent dans nos résultats, ça reste à être confirmé, donc pas de la modélisation probablement, mais on voit bien qu'un bon leadership du chef d'établissement influence le travail des enseignants et ensuite, ce travail des enseignants permet d'améliorer les relations enseignants-élèves qui est ressorti comme un facteur très important dans l'accrochage scolaire. Donc, si on poursuit l'observation, on devrait donc construire une variable effet de direction d'établissement qu'on pourra modéliser pour peut-être dans la piste causale ou à travers une autre méthode voilà, pour être capable d'avoir une assise statistique importante qui nous permet de faire des conclusions par rapport à l'effet de direction d'école. Mais dans l'analyse qualitative, c'est ressorti clairement que le leadership, et c'est d'ailleurs pourquoi dans les pistes de solutions, on a suggéré qu'il faut travailler sur le leadership des chefs d'établissement. Ensuite, Cécile, il veut parler. On va donner la main pour rester dans le même sujet. Alors, Cécile, vous pouvez. Oui, bonjour, merci beaucoup, Julie-Kaël, pour votre présentation très riche et pour vos réponses. Bien évidemment, ma question n'était pas anodine, hein, puisqu'elle faisait écho aussi à mes recherches. Donc, c'est vrai que c'est une variable importante. Mais au-delà, est-ce que je ne connais pas trop le système éducatif en Afrique? Est-ce que le système a les mêmes caractéristiques qu'en France, c'est-à-dire très pyramidal, très top-down, ou est-ce qu'il y a réellement des marges de manœuvre pour les acteurs de terrain? Et en écho dans le prolongement, la question que je posais par rapport justement aux stratégies de retrait des enseignants, est-ce que finalement, il n'y a pas un lien de causalité, il n'y a pas une corrélation par rapport à ce fonctionnement organisationnel, finalement, selon une approche systémique? Parce qu'on sait bien, comme vous l'avez dit très justement, le décrochage est toujours multifactoriel et bien évidemment, c'est toujours corrélé. Et puis, le deuxième point, mais ça, on pourra en discuter ultérieurement, le mot leadership me fait un peu hérisser les poils parce que je trouve que c'est un mot qui est un peu mésusé, enfin utilisé à tout propos, mais qui englobe qui n'est pas forcément très juste, dans le sens où c'est plus un mythe qu'une réalité. Quand on parle de leadership, ça fait appel à un charisme, comme si finalement il suffisait d'être Thatcher ou Reagan d'un seul coup pour être un bon leader. Et donc on revient à un peu du langage un peu creux managérial en disant mais voilà, en fait tu sais pas manager ton équipe, tu n'es pas un bon leader, tu manques de leadership, et c'est assez psychologisant en fait. Et pour moi, je pense que c'est amener les directions d'école, mais c'est ce que vous avez dit également, hein, ça rejoint ce que vous avez dit, à des formations peut-être plus ancrées sur déterminer quel levier en fait actionner pour justement faire fonctionner
et amener, développer un sentiment d'appartenance de la part des élèves et des familles aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, chers collègues. Donc voilà, c'est pas vraiment une question, hein. Merci pour votre contribution. Dans le système éducatif béninois, c'est un peu drôle de le dire, mais c'est une bonne copie du système français. Et donc, la marge de manœuvre, elle est faible. Elle est faible au niveau local. Donc, c'est du top-down. Mais ce qu'on constate, c'est que même si elle est faible, les chefs d'établissement qui arrivent à exploiter cette petite marge de manœuvre ont des effets positifs sur le personnel et donc des effets sur, voilà, sur la réussite éducative, tout simplement. Et c'est ça qui est vraiment le point sur lequel on peut travailler, donc, à développer des formations qui n'ont pas, comme vous le dites, hein, le leadership qui est devenu un concept un peu où on met tout et rien, mais à travailler avec les chefs d'établissement pour aller appuyer sur ce levier-là où, oui, la marge de manœuvre est faible, mais on peut quand même avoir de l'influence. Voilà, avoir de l'influence. Mieux construire les relations au sein de l'école, construire un climat serein pour le personnel et pour les élèves, mais aussi pour les parents. Donc, et quand on trouve cette belle combinaison, les résultats sont au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a d'autres questions? Oui. Alors. Donc, il y a Yacouba qui veut intervenir. Monsieur Yacouba Sanogo. Oui, bonjour madame, bonjour professeur, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bien sûr. Allô, est-ce que vous m'entendez? Ok. Oui, on vous entend. Vraiment, je vous remercie, monsieur le professeur, pour ce bien exposé. Je tiens vraiment à vous dire que ce matin, vous venez de m'enlever au pied, c'est-à-dire une épine qui me perçait beaucoup. Mais à savoir que, professeur, nous avons un cas ici au Mali. Je ne sais pas si cela fait partie si vous avez eu le même cas au Bénin. C'est-à-dire, c'est à cause de l'exode rural. L'exode rural, le mouvement des jeunes du village vers la ville. Alors, on a un série de problèmes, certains élèves au niveau du lycée, mais on trouve qu'il y a des enseignants qui sont bel et bien informés de leur situation, mais ces élèves-là arrivent en retard ou que le professeur est en train de donner des cours, ils ont commis une faute. Alors, le professeur les expulse de la classe. Alors maintenant, par rapport à cette situation, que faire pour que les collègues enseignants puissent vraiment aider souvent les parents à éviter ces problèmes de décrochage au niveau scolaire. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Sanogo. Donc, ce que vous venez de dire, c'est plus une problématique qu'une question, hein. Donc, ce sur quoi il faut travailler, c'est l'implication parentale. Et ça ressort clairement à travers notre étude. Il faut travailler sur l'implication parentale. Et pour cela, il faut aussi sensibiliser les parents parce qu'ils ne sont pas obligatoirement préparés à être impliqués dans la scolarisation de leurs élèves, hein. Et on le constate, nous on a bien constaté que même si le parent est non scolarisé, même s'il ne comprend pas un mot de ce qui est dans le cahier de l'élève, il peut avoir une influence positive sur l'accrochage de son enfant. Évidemment, plus son niveau de scolarisation augmente, plus s'améliore cette influence-là.
Mais même s'il n'est pas instruit, son influence n'est pas nulle s'il s'implique. Donc, il faut sensibiliser les parents, il faut travailler sur ça. Et évidemment, il y a une autre dimension qui va jouer dans tout cela, c'est la dimension financière. Donc, il y a le bien-être économique parce que lorsque les gens vous disent « je n'ai pas le choix, je dois aller au champ, etc. etc. » Donc là, ça revient à toute la problématique du développement. Ce n'est plus seulement un problème de l'école. Donc, c'est pourquoi je suis tenté de dire que c'est plus une problématique qu'une question. Mais on le sait, il faut travailler sur l'implication parentale. Et évidemment, l'amélioration du climat scolaire, donc qui fait qu'il y a une bonne relation entre les enseignants et les élèves. Et ensuite, une bonne relation de l'école avec les parents, ce qui fait que on va pouvoir améliorer les taux d'accrochage scolaire. Avant de, je vois plusieurs questions dans le chat. Le chat. Avant de... Oui. Il y a Jules Chiak qui se demande comment se calcule le ratio enseignant-élève, puisqu'au niveau primaire, c'est un enseignant pour toutes les matières et au secondaire, c'est un enseignant par matière. Et c'est la même méthode de calcul. Non, le ratio, ce n'est pas la même méthode de calcul. Ce n'est pas la même méthode de calcul. Et d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes barèmes, voyez-vous. Donc, ce n'est pas les mêmes barèmes. On ne compare pas ces deux choses. Ils ont chacun leur barème de comparaison. Ce n'est pas du tout la même méthode de calcul. On considère le nombre d'enseignants qu'on a et on considère le nombre d'élèves qu'on a. Et du coup, on ne peut pas comparer le ratio du primaire avec le ratio du secondaire. Mais il y a des échelles de comparaison qui sont propices à chaque niveau pour pouvoir faire, pour pouvoir regarder si on est dans de bonnes conditions. Et cependant, dans certaines de nos écoles, et c'est le cas dans beaucoup de pays africains, il n'y avait pas un enseignant pour une classe au primaire. Parfois, c'est des salles qui sont cumulées. C'est vrai qu'on fait l'effort de ne pas faire ce genre de cumul pour les classes d'examen, donc la dernière année du primaire, mais ça peut arriver. Ou ce qui arrive, c'est que c'est souvent le chef d'établissement qui prend en charge cette dernière classe, alors même qu'il est déjà surchargé. Merci, professeur. Donc, pour Abdoulaye, Monsieur Abdoulaye, il a dit parmi les facteurs du risque, avez-vous exploré du côté de l'éducation des programmes scolaires avec le milieu des apprenants? Une adéquation des programmes scolaires. Exactement. Donc, ça, c'est ressorti, c'est aussi quelque chose qui est ressorti de l'analyse qualitative. Donc, au niveau des certains inspecteurs, des chefs d'établissement, des enseignants, donc dans ces ateliers-là, il est effectivement ressorti qu'il y a des problèmes de continuité entre les programmes scolaires. Donc, je donnais l'exemple des mathématiques où certaines notions qu'on demande d'enseigner dans la première classe du secondaire, l'élève n'a pas les prérequis. Et donc, ça pose un problème dans les programmes d'enseignement. Cependant, le projet de recherche ne s'est pas appesanti sur l'analyse des manuels pour aller donner des exemples précis de ces inadéquations-là. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on fasse dans la suite du projet. Donc, on n'a pas fait l'analyse des manuels pour pouvoir explorer. Et je pense qu'il y a dans le même lot de projets, puisqu'on était 8 projets qui ont été financés dans le cadre du second appel à projet donc de Apprendre. Je pense qu'il y a un projet qui porte exclusivement sur l'analyse de l'adéquation des manuels pendant la transition, je pense. Monsieur Abdelaziz Boukari, il aimerait savoir la méthode de suivi de cet important nombre d'enfants pendant 2 ans. Est-ce une présence continue sur le terrain ou un outil qui permettait de les suivre à distance?
Effectivement, c'est une belle question. Donc, la première chose que je tiens à dire, hein, et ça, je profite pour pouvoir remercier le programme Apprendre, donc, c'est qu'on avait les moyens de ce qu'on voulait faire. Donc, on avait les moyens. Dans chaque pays donc, de ce projet, on a 25 agents de terrain qui sont recrutés et les moyens ont été mis à disposition. Donc, on n'a pas fait un suivi où on s'est installé dans l'école. Donc, vous voyez, on a 469 élèves qui ont été suivis au Bénin. C'est qu'on a fait des suivis à des dates précises. Donc, il y a eu pratiquement un mois de terrain donc, pour, pour discuter avec les écoles, repérer les élèves, repérer leurs familles, donner des codes aux familles, marquer des codes sur les portes des maisons, toute cette stratégie qui nous permet de les retrouver. Donc, prendre les numéros de téléphone, on a fait tout ce travail préalable. Et ensuite, la première enquête donc d'état des lieux a eu lieu, ce qui nous a permis d'enquêter l'ensemble de ces élèves, leurs enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs, et d'aller dans leur maison, puisqu'on avait les numéros donc, pendant le mois de préparation. On avait aussi les codes GPS des maisons. Donc, les enquêteurs pouvaient se rendre, même s'ils ne retrouvent pas, ils peuvent utiliser les codes GPS qui ont été préalablement collectés pour se rendre. Ce qu'on a retrouvé, et puis ça quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'était Sanogo, il y a eu des familles qui n'étaient plus au lieu où on les avait repérés il y a 4-6 mois. Donc ça, les numéros de téléphone nous ont aidés, les voisins nous ont aidés à pouvoir retrouver ces familles. Et comme vous pouvez le constater dans ma présentation, il y a eu des déperditions. Ce n'est pas énorme parce qu'on a essayé vraiment de retrouver les gens, même s'ils se sont déplacés dans le pays, on est allé les retrouver, on a mis les moyens pour aller les retrouver. Donc, cette première enquête, et on a attendu qu'ils passent le CEP, donc après les vacances, on est retourné sur le terrain pour faire encore un mois de préparation. Donc, on retrouve les familles, on retrouve les élèves, on fait le point avec la direction départementale des élèves qui ont eu leur certificat effectivement, on essaye de les retracer. Et ensuite, on a fait la deuxième enquête, donc l'enquête de suivi de cohorte, qui s'est basée pratiquement sur les mêmes outils pour regarder la trajectoire de ces élèves-là. Donc, c'est un peu une méthode en 4 temps comme ça. Donc, une préparation, une enquête, une préparation, une enquête qu'on a utilisée. Et voilà, on avait les moyens de le faire. Ce n'est pas évident si on n'en avait pas les moyens. Donc, c'est ça qui a été fait. Madame Nada, il veut savoir pourquoi vous n'avez pas regardé l'effet de stress, dépression qui joue sur le comportement de vie des élèves. C'est une très belle question aussi. Hein. Donc, voilà, 30-40 minutes, j'ai essayé de synthétiser. Oui, on a très bien regardé ça. Donc, par exemple, on a regardé l'estime de soi avec l'échelle, le modèle de Rosenberg. Donc, c'est ça. Donc, on a utilisé l'outil de Colette en lien avec cette échelle pour regarder l'estime de soi, donc des élèves. On a regardé la dépression, donc avec le modèle de Moss. Et on a aussi regardé l'habilité sociale, donc à travers le social skills, le modèle de Elliott et de Gresham. Donc, 3 choses par rapport à la psychologie, donc l'estime de soi, la dépression et l'habilité sociale. Donc, ces 3 choses ont été regardées au niveau des élèves. Oui. Donc, Madame Cécile, je pense qu'elle avait levé la main pour prendre la parole. Oui, c'était juste pour demander, vous demander si vous disiez il faut sensibiliser les parents, il y a une implication, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je voulais juste vous poser la question de savoir si les enseignants leur donnaient cette possibilité-là aussi de s'investir réellement dans la scolarité de leur enfant, ou s'il y avait un peu comme en France, finalement,
un peu voilà, le territoire. Il y a une ambiguïté, une ambivalence dans les réactions des enseignants en France. C'est d'un côté, quand les parents ne s'investissent pas assez, ils sont accusés de démission et voilà. Et puis d'un autre côté, quand ils s'intéressent un peu plus, d'ingérence et qu'ils interviennent dans leur territoire qui est réservé finalement et ce ne sont pas des experts, donc on leur laisse pas la possibilité d'y aller. Donc je m'interrogeais là-dessus. Et puis la deuxième chose aussi, c'est savoir si les parents ne ressentaient pas, alors c'est très subjectif et voilà, mais peut-être un complexe d'infériorité d'entrer dans l'école, étant donné, comme vous le disiez, que certains n'arrivent pas, peut-être ont des problèmes de lecture, d'alphabétisation, et voilà. Et est-ce qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place? Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rao. Je dirais que la situation est similaire, hein, comme en France. D'un côté, des parents qui ne s'impliquent pas du tout. Et là, on voit très bien dans les entretiens avec les enseignants, les chefs d'établissement, que cela revient très souvent. Et de l'autre côté, des parents qui s'impliquent bien, qui sont appréciés, mais quand ils en font un peu plus, jusqu'à rentrer dans l'école pour poser plus de questions, cela pose problème. Donc, et ça, on l'a constaté même la dernière fois dans une étude au Maroc ici, donc et le chef d'établissement disait notamment que il y a des parents qui viennent avec des attitudes de parents d'élèves du privé, donc où les parents sont tout le temps dans l'école, par exemple. Et ça, c'est en lien avec ce que vous avez dit, hein, donc l'implication parentale n'est pas suffisamment organisée. Parce qu'effectivement, si le parent vient à n'importe quel moment pour poser des questions, pour s'impliquer, ça pose effectivement un problème. Ce n'est pas tout simplement une plainte fictive des enseignants et des chefs d'établissement. Mais le problème, c'est qu'il faut organiser donc, cette implication parentale. Si c'est organisé, le parent sait à quel moment il doit venir, il sait qu'il y aura des sessions donc, pour en discuter, etc., etc. Ce qui se fait, c'est que oui, il y a des sessions donc ouvertes à tous les parents, mais une fois encore, c'est les parents les plus impliqués qui viennent, même si par ailleurs, dans ces sessions-là, par exemple, on a constaté que c'est la langue locale qui est utilisée dans ces sessions pour les parents. Donc, ce qui fait que tout le monde aurait pu venir pour contribuer, pour s'enquérir de ce qui se passe, etc. Mais tout le monde n'est pas encore sensibilisé à ça pour s'impliquer jusqu'à ce niveau. Et c'est les parents qui ont le plus déjà qui offrent déjà le plus de soutien à les enfants, qui se retrouvent encore dans ces sessions-là, qui finalement, étant mal organisées, donc une fois au début de l'année, une fois à la fin de l'année, c'est pas ça ce qu'il faut. Il faut organiser une implication parentale avec une fréquence de rencontres un peu mieux que ce qui se fait actuellement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a professeur Monsieur Yakubu Sanogo qui demande avez-vous une remède pour les cas de mariage précoce des écoliers au niveau fondamental? Remède non, simplement dire que malheureusement, on a eu ce genre de cas, hein, et justement dans la petite proportion de personnes dont je parlais tantôt et qu'on n'a pas pu retrouver. Donc, il y a eu ce genre de situation, mariage forcé, décès, oui, mais il y a eu mariage forcé et où on n'a pas été capable de retracer l'élève pour faire la seconde phase de l'enquête, malheureusement. Ouais. Je me demande si les participants ont d'autres questions, commentaires. Vous pouvez prendre la parole. Oui, Augustine.
Augustin, je pense, oui, il faut Oui. le micro. Bonjour Augustin, on vous entend. Bonjour. Bonjour. C'est pas, c'est pas une question, je pense que c'est une mauvaise manipulation. Peut-être je vais en profiter pour dire quelque chose sur le ratio enseignant-élève. Bon, le ratio enseignant-élève aussi, c'est juste le nombre d'élèves par enseignant. Donc, même si on est au secondaire et qu'on a un enseignant par matière, quand on prend un enseignant par matière, le nombre d'élèves, le ratio, c'est toujours le nombre d'élèves par enseignant. On ne va pas diviser on peut diviser le nombre d'élèves dans une salle du secondaire par 7 enseignants, par exemple, parce qu'il y a 7 matières, non. Parce que dans chaque matière, les 7 enseignants ne se présentent pas ensemble pour faire cours aux élèves. Donc, à chaque séance, on a un enseignant et un certain nombre d'élèves. Donc, on va calculer ce ratio-là en fonction du nombre d'élèves dans sa salle, lui, au moment T. Et donc, c'est ça ce que je vais dire. C'est une mauvaise manipulation. Merci beaucoup. Merci Augustin. Il y a autre question sur le chat. Est-ce que le sexe d'élève a un effet sur le décrochage? Pardon? Autre question sur le chat. Ah oui. Que le sexe d'élève a un effet sur le décrochage. Question de... Oui, je pense que c'est ressorti. Hein. Pendant la transition, ce sont les garçons, et c'est significatif, ce sont les garçons qui décrochent le plus. Ouais. Et l'âge de plus de 15 ans aussi a un effet négatif sur l'accrochage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Jules. On va vous donner la main et vous pouvez ouvrir le micro. C'est bon. Ok, merci de me passer la parole. J'aimerais savoir, puisque à présent, l'étude est menée dans 4 pays. Je suppose que c'est une phase pilote. J'aimerais savoir si l'idée, c'est d'étendre l'étude aux autres pays africains par la suite ou alors c'est de se limiter à ces 4 pays-là. Merci. Alors, merci pour cette question. Non, le projet, donc comme je l'ai dit, hein, projet de transition scolaire financé par le programme Apprendre, a été proposé par notre équipe pour se faire dans 4 pays. Donc, et puis, on avait justifié un peu pourquoi on avait fait ces choix-là. Donc, actuellement, il n'y a pas de prévision pour ajouter d'autres pays. Ben, pourquoi pas, si un jour on obtient un financement, oui. Mais actuellement, on n'a pas cette perspective-là. Déjà, la perspective qu'on a actuellement, c'est de trouver du financement pour poursuivre l'observation de la cohorte dans les 4 pays. Donc, c'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on est arrivé à terminer. Donc, je tiens à vous remercier les participants pour la qualité de vos questions et vos discussions, ainsi que remercier le professeur Judika Elaladati pour la présentation. Et on vous donne rendez-vous le 6 décembre avec un autre séminaire
sur le rôle du partenariat université-entreprise dans la professionnalisation des parcours de formation pour un développement durable avec professeur Aladji Madior Diop. Merci beaucoup pour votre présentation, professeur, pour votre présence, chers participants. Et à 6 décembre, oui. Merci bien. Bonne journée. Bonne journée.